Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, directeur scientifique du Cerium, professeur de sciences politiques et votre animateur. Aujourd'hui, à l'émission, les 100 jours de l'administration Biden-Harris. Le 20 janvier 2021, le président élu Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris prêtaient serment à Washington. Les démocrates reprennent le pouvoir sous fond de tensions raciales, de crise économique et évidemment de pandémie. En mai 2021, l'administration Biden-Harris passe le cap des 100 premiers jours, une date symbolique dans tous les gouvernements. C'est un cap déterminant en politique américaine qui permet de faire le point sur la composition du cabinet et sur les premières mesures prises par une administration qui cherche ses marques dans un parti démocrate en pleine transformation, mais aussi dans une société en profond chamboulement. Alors, pour nous éclairer, nous recevons notre ami Frédéric Gagnon, l'expert du sujet. Pour ceux et celles qui nous écoutent et ne voient pas l'émission, vous ne voyez pas le congrès qui est dans le décor derrière lui et qui nous montre bien la passion qu'il a pour la politique américaine et particulièrement pour Washington. Frédéric Gagnon est titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et professeur de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par une comparaison États-Unis-Canada. On parle du cabinet de la Maison-Blanche à Washington. C'est évidemment un cabinet qui est très différent du cabinet canadien, qui est en fait le Conseil des ministres autour du premier ministre. Oui, donc il y a des différences importantes. Ce qu'on appelle les secrétaires aux États-Unis, l'équivalent de nos ministres au Canada, d'une part, ne sont pas élus. Ça, c'est important de le dire. Les ministres au Canada sont des députés dans leur circonscription. Ils ont été élus lors des élections. Alors qu'aux États-Unis, c'est le président qui choisit son équipe et il n'est pas obligé de piger à même le bassin d'élus qu'on a, donc les gens qui ont été élus à la dernière élection. Donc, ce sont des gens qui ont déjà peut-être servi dans d'autres administrations présidentielles, qui ont une expertise particulière sur une question. Donc, ça c'est important de le dire. Et l'autre différence entre le système canadien et américain, c'est que les secrétaires américains n'ont pas de siège au sein de la législature fédérale. Donc, ils ne servent pas au sein de la législature fédérale parce qu'il y a une séparation des pouvoirs aux États-Unis qui fait que le Congrès est d'un côté du National Mall et la Maison-Blanche de l'autre côté du National Mall. Donc, un des rôles des secrétaires, évidemment, c'est de convaincre le Congrès des États-Unis, la législature fédérale, d'aller de l'avant avec les projets des départements, les projets du président, les projets de loi fédérale, mais les projets de budget aussi, parce que c'est le Congrès qui adopte les budgets aux États-Unis. Alors, après les années Trump, où on peut dire que les membres de son cabinet ne se caractérisaient pas toujours ni par la compétence, ni par la diversité des profils, beaucoup d'hommes blancs dans son entourage, oui. On s'attendait à ce que l'administration Biden-Harris soit beaucoup plus diversifiée et aussi sous le signe de la compétence. Est-ce que c'est ce qui s'est produit? Oui, c'est ce qu'on constate. M. Biden s'est doté du cabinet présidentiel le plus diversifié sur le plan racial de l'histoire des États-Unis. Donc ça, c'est important de le dire. Il y a une analyse de CNN qui révélait au début de l'année que 50% des candidats et candidates de Biden pour combler des postes au sein de son cabinet, des postes de secrétaire, des postes de niveau ministériel, là, si on fait une comparaison avec ce qu'on a au Canada. Donc 50% de ces personnes sont des personnes racisées. On pense bien sûr à Kamala Harris, qui est la première femme issue des minorités ethnoculturelles à occuper ce poste-là. Mais il y a aussi des Afro-Américains, Afro-américaines au sein du cabinet. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Marcia Fudge, secrétaire du Logement et du Développement urbain. Des nominations latino-hispano-américaines aussi. Javier Becerra au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux. Beaucoup de femmes racisées et aussi une autre première, Pete Buttigieg, est le premier, finalement, secrétaire ouvertement gay à occuper un poste au sein d'un cabinet présidentiel. Donc, Biden essaie un peu de montrer avec ce cabinet-là que la société américaine est en évolution, qu'il y a beaucoup de diversité dans cette société-là. Et Biden, lui, est un homme blanc qui a beaucoup d'expérience et il est un peu... il incarne un peu le type de personne qu'on voyait auparavant au sein des cabinets présidentiels, mais il s'ajuste à une société américaine en évolution et à un parti démocrate aussi qui demande un petit peu plus de diversité dans la représentation politique. Est-ce qu'on retrouve aussi beaucoup de plutocrates, comme c'est souvent le cas, et pas seulement sous l'administration Trump, à Washington? On retrouve des secrétaires qui sont indépendants de fortune. Est-ce que c'est encore le cas sous Biden-Harris?
Beaucoup moins le cas que ce qu'on avait observé avec Donald Trump, évidemment. Donald Trump avait nommé des gens comme Rex Tillerson au poste de secrétaire d'État. Donc, des gens d'affaires, il y en avait énormément, de richissimes, des gens millionnaires, milliardaires, un peu comme Trump l'était finalement. Parce que le but à ce moment-là pour Trump, c'était de nommer non pas des politiciens de carrière ou des diplomates d'expérience à ces postes-là, mais de confier la gouverne du pays à des gens qui changeraient Washington, qui changeraient le visage de ce pouvoir que Trump disait corrompu un petit peu par les élites politiques, économiques, qui finalement occupaient ces postes depuis bien trop longtemps. Donc, avec Biden, on revient un petit peu à ce qu'on a vu avant. Il y a beaucoup de gens au sein de l'administration Biden qui ont déjà servi au sein d'autres administrations démocrates. On peut penser à M. Klein, qui est chef du cabinet de M. Biden. Il y a aussi des visages qu'on a vus avant. On pense au secrétaire d'État, M. Tony Blinken. Tony Blinken, là, si vous regardez son passé, c'est quelqu'un qui est toujours aux côtés de Biden depuis pratiquement le début, j'ai presque envie de dire, même lorsque Biden était au Sénat, à la commission du Sénat sur les relations extérieures, pas très loin, aux côtés de M. Biden, il y avait Tony Blinken, qui a été là aussi, bras droit de M. Biden à la vice-présidence lorsque M. Biden était vice-président d'Obama pendant 8 ans. Et là, M. Blinken revient au sein de l'administration Biden. Mais si vous regardez leur profil, là, il y a moins de ces profils de millionnaires, de milliardaires, finalement, qui seraient là surtout parce qu'ils avaient peut-être les liens avec les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors, venons-en justement à certaines des personnalités qui vont animer le cabinet du président. Dans un cabinet, il y a évidemment des portefeuilles plus importants que d'autres. On pense au département d'État, les affaires étrangères, dans le langage, disons, à l'extérieur des États-Unis, ou encore le Trésor. Mais il y a également des personnalités dont on peut s'attendre à ce qu'elles aient davantage d'influence auprès du président ou de la vice-présidente. Quels sont les poids lourds de ce cabinet Biden-Harris? Ben, évidemment, Kamala Harris, je pense qu'il faut en parler. Je pense que sur le plan de l'image en fait que veut projeter cette administration, elle joue un rôle extrêmement important. On le sait aussi parce que on la connaît ici à Montréal. Elle a étudié ici à Montréal lorsqu'elle était jeune. Donc, c'est un visage bien connu à l'international aussi qui permettra à Biden de dire, vous voyez ce qu'est notre pays. Et après des années difficiles, on a vu tous les débats sur les questions raciales aux États-Unis. On est en train de passer à travers le procès de Derek Chauvin dans l'affaire George Floyd. Les États-Unis ont quand même doivent redorer leur blason à l'international en disant que oui, c'est un pays de diversité, que c'est un pays de respect des gens issus des minorités, etc. Donc, Kamala Harris, sur le plan de l'image, va jouer ce rôle-là, à l'international notamment. Sinon, pour ce qui est des poids lourds, il y a Tony Blinken, c'est clair, j'en reviens à lui, secrétaire d'État qui a un rôle important en ce moment, qui est de redorer l'image du pays dans le monde, après une présidence Trump qui disait finalement les organisations internationales, c'est plus ou moins important, on va renégocier les accords de commerce, on va mener des guerres commerciales contre la Chine, mais contre nos alliés aussi, le Canada, l'Europe et tout ça. Donc, c'est sûr que Blinken va jouer un rôle très, très important. Sinon, John Kerry, l'envoyé spécial de Biden à l'international sur les questions climatiques et environnementales. Et je pense qu'il va jouer un rôle important parce que une des missions que Biden s'est fixée, c'est de placer le climat et l'environnement au cœur de tout, au cœur de toutes les réflexions, au cœur finalement des priorités de tous les individus qui seront responsables de la mise en œuvre de la politique étrangère américaine. Même le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a dit que toutes les décisions en matière de sécurité nationale tiendront compte des questions climatiques et environnementales. Est-ce qu'on investit toujours dans telle base militaire à l'étranger, militaire des États-Unis à l'étranger? Oui, peut-être, mais on va faire entrer dans nos considérations les effets des changements climatiques sur la sécurité des soldats américains sur le terrain. Donc, il y a vraiment sur le plan qualitatif un bond important parce que tous ces secrétaires vont parler des questions climatiques et des questions environnementales. Parce que c'est si important, donc John Kerry va jouer un rôle crucial dans cette administration. Je m'attends à ce que Pete Buttigieg au transport joue un rôle important aussi parce que Biden promet des investissements majeurs dans les infrastructures du pays. Et qui dit infrastructure, dit réfection des ponts, des autoroutes, transport en commun, les autos électriques et tout ça. Et ça, c'est le dossier de Pete Buttigieg. Donc, il y en a beaucoup comme ça qui jouent un rôle très, très important.
Moi, une des choses qui me fascine toujours comme professeur de sciences politiques, c'est que aux États-Unis, autour des présidents, c'était moins le cas à l'époque de Trump, mais des présidents, il y a souvent des intellectuels, des professeurs d'université. Et une des personnes qui entourent Biden aujourd'hui, c'est Janet Yellen. Moi, je me Mhm. souviens que quand j'étudiais en sciences économiques il y a 20 ans, on lisait les textes de Janet Yellen. Elle a eu une carrière ensuite à la Banque centrale, à la Fed, et elle est aujourd'hui secrétaire au Trésor. Or, le défi principal de Biden, c'est évidemment la relance de l'économie, la reconstruction de l'économie après la pandémie. Comment voyez-vous ces orientations économiques jusqu'à maintenant et le rôle qu'y joue Janet Yellen? Elle va jouer un rôle déterminant pour les raisons qui ont été évoquées, c'est clair. Et je vais peut-être revenir un petit peu en arrière en revenant sur le rôle des intellectuels en politique américaine. Si on compare, je pense que c'est Raymond Aron qui disait les intellectuels américains sont un petit peu plus engrenés sur l'action politique que les intellectuels français ou d'autres pays. Donc, c'est clair que si on regarde les professeurs d'université aux États-Unis, souvent, ils ont un poste au sein de think tanks, donc des laboratoires d'idées où on fait une recherche qui est très, très axée sur l'action politique, sur la pratique et tout ça. Donc, c'est clair que dans les administrations, il y a parfois des intellectuels, si on peut les appeler ainsi, d'anciens profs d'université, mais ils ont fait une recherche très, très pratique pour régler des problèmes politiques. Et bon, Janet Yellen en aura tout un à régler au cours des prochaines années. Elle et d'autres membres au sein de l'administration auront pour rôle de relancer cette économie. C'est clair que cette administration et Janet Yellen croient au keynésianisme, croient à cette idée que l'État doit jouer un rôle extrêmement important pour, disons, atténuer des inégalités économiques qui existent au sein de la société. On le voit, Yellen, Biden et cette administration promettent des investissements majeurs dans la relance de l'économie. Donc, il y a eu un plan d'urgence COVID-19 là, de près de 2 000 milliards de dollars pour aider les gens en difficulté, tout ça. Donc, ça a été une première victoire de Biden dans sa relation avec le Congrès. Le Congrès a voté pour ça, mais il n'y a aucun républicain qui a appuyé ce plan-là. Ça, c'est un autre problème, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment. Mais donc, Yellen et Biden promettent maintenant des investissements en matière d'infrastructure extrêmement importants. 2 000 milliards de dollars encore. On verra ce qui est adopté au Congrès. Mais leur idée, c'est de dire qu'on est dans le pétrin en ce moment aux États-Unis, après deux crises économiques majeures, celle de 2007 et 2008, qui avaient laissé des traces avant la pandémie. Et là, hop, on est dans la pandémie et on le voit, taux de chômage élevé qui diminue encore. Donc, les gens qui avaient des emplois précaires ont perdu leur emploi. Souvent, dans l'esprit de Yellen et Biden, on fait entrer les considérations de justice raciale aussi dans la réflexion sur ce que devrait être cette relance économique. Donc, une aide gouvernementale pour aider les Américains et Américaines, mais des Américains et Américaines en particulier, ceux qui ont été le plus touchés par les crises économiques que je viens de nommer. Et si vous regardez, là, la pandémie a eu un effet très, très dévastateur sur les communautés afro-américaines, afro-américaines, latino-américaines, taux de chômage plus élevé auprès de ces personnes, perte d'emploi plus nombreuse auprès de ces personnes aussi. Donc, Yellen et cette équipe vont essayer de rétablir la situation. Alors, on viendra dans un instant à la question du Congrès et de la capacité de l'administration Biden-Harris à travailler avec le Congrès, mais j'aimerais d'abord qu'on dise quelques mots du Parti démocrate. Alors, Ouais. on le sait, le Parti démocrate, c'est une très grande tente, c'est une grande tente qui a souvent été déchirée, et certainement une des réalisations de Joe Biden pendant la campagne, ça a été de tenir ensemble à la fois ce qu'on pourrait appeler la droite du parti, représentée par exemple aujourd'hui par le sénateur Joe Manchin, qui en fait très, très proche des républicains sur bien des enjeux, notamment les enjeux économiques et environnementaux, et la représentante Alexandra Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders, donc qui représente pas dans le cas de Bernie Sanders, mais d'AOC, une nouvelle gauche, on pourrait dire, davantage euh, intéressée par les enjeux environnementaux, les enjeux notamment aussi d'inégalité raciale. Est-ce que Biden-Harris va réussir à maintenir cette coalition suffisamment longtemps pour mettre en œuvre son agenda? C'est une excellente question et ce ne sera pas évident, ça c'est clair. Déjà, les gens plus à gauche au sein du Parti démocrate reprochaient à Biden d'y être allé avec des choix un petit peu discutables pour ce qui est des gens qu'il a nommés au sein de son cabinet.
Donc, des vieux de la vieille comme Blinken. Donc, bon, Blinken, ce choix-là n'a pas été tant critiqué, mais quand même, au sein de la gauche, on souhaitait des nominations différentes à certains postes au sein du cabinet. Donc, et ça va être un défi pour Biden. Il a été très bon à date, je dirais, pour maintenir ces divers courants au sein du Parti démocrate sous cette tente-là, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Et il l'a fait dès les primaires démocrates. Contrairement à Hillary Clinton en 2016, Biden a tendu la main à Bernie Sanders assez tôt dans le processus des primaires. Les primaires, pour rappel, sont ces élections au sein du parti qui ont mené à la nomination de Biden pour la générale, la présidentielle en novembre. Et dès que Biden a été premier dans les primaires, disons, il a tendu la main à Bernie Sanders, il a dit, Bernie, on va consulter des membres de ton équipe et des membres de l'équipe Biden et des membres de l'équipe Bernie vont rédiger ce qui deviendra le programme électoral et le programme présidentiel de Biden par la suite. Et si vous regardez la plateforme électorale de Biden et ce qu'il promet pour l'instant, il y a des politiques là, qui sont très, très à gauche, si on les compare à celles de Barack Obama notamment. Sur le plan du climat et de l'environnement, j'oserais dire qu'il s'agit là du plan le plus progressiste, le plus à gauche de l'histoire de la présidentielle américaine. Donc, Biden veut aller très loin. Il ne veut pas juste une transition énergétique comme le promettait Obama. Il veut une révolution presque à la Bernie, là, des investissements majeurs et tout ça. Et on fait entrer toutes les questions de justice raciale dans la réflexion sur l'environnement et le climat en disant, ben, il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres au sein de la société américaine et il faut y aller avec des programmes qui permettront d'aider ces personnes en premier lieu. La pollution des villes, la pollution de certains quartiers, des investissements dans certains quartiers plus défavorisés et tout ça, pour le transport en commun, des choses comme celle-là. Donc, pour l'instant, Biden y arrive, il parvient, mais vous savez, la période des 100 jours du président, c'est souvent une période de lune de miel. C'est la période de grâce. Exactement. Donc, pour l'instant, les gens plus à gauche au sein du parti laissent encore le bénéfice du doute à Biden, mais ils ont été déçus de certaines choses qui se sont produites dans ces 100 premiers jours aussi, notamment l'abandon dans le fameux programme d'urgence COVID-19, l'abandon de la mesure, en fait, pour augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure partout au pays. Les démocrates n'ont pas pu aller de l'avant au Congrès avec cette mesure-là. Ils ont dû l'abandonner. Et déjà, ben, il y avait des gens à gauche au sein du parti qui étaient très déçus de ça. Ça va être intéressant, mais vous parliez d'Alexandria Ocasio-Cortez tout à l'heure. Moi, je pense qu'elle fait partie de l'avenir de ce parti-là. Elle aurait l'âge pour se présenter à la présidentielle en 2024. Elle est extrêmement populaire. Elle est bonne pour rejoindre, excellente pour rejoindre les jeunes électeurs, jeunes électrices, notamment en faisant des petites choses que Biden ne peut pas faire. Jouer aux jeux vidéo sur des plateformes comme Twitch, par exemple. Je ne suis pas sûr que Biden connaisse ça. Mais Alexandria Ocasio-Cortez, évidemment, est à l'affût de tous les moyens technologiques aujourd'hui qui permettent de rejoindre un électorat qui ne se reconnaît pas dans Joe Biden, il faut le dire. Puis on les a vus sur le terrain en 2020, quand on a pu faire un peu de terrain avant la pandémie lors des primaires. Au New Hampshire, notamment, on a rencontré des électeurs et électrices de Bernie Sanders qui raffolent d'Alexandria Ocasio-Cortez et qui ont peut-être appuyé Biden, mais en attendant autre chose. Vous mentionnez Twitch. J'avoue que quand on me parle de Twitch, je me sens plus proche de Joe Biden moi-même que d'Alexandria Ocasio-Cortez. Mais vous disiez que Joe Biden, Kamala Harris veulent aller plus loin. Ils veulent aussi aller plus vite que Barack Obama, peut-être instruit par l'expérience de Barack Obama, qui avait eu beaucoup de difficultés à faire passer notamment Obamacare parce que le temps avait passé, le Congrès s'était réveillé. Or, en janvier 2021, certes, il y a eu la tentative de coup d'État menée par Donald Trump, mais il y a eu aussi la bonne nouvelle, le miracle de la Géorgie qui a permis à Joe Biden de pouvoir compter sur 50 sénateurs, donc de faire passer en tout cas les législations de nature budgétaire au Sénat. En même temps, sa majorité est mince, il n'a pas la fameuse super majorité au Sénat qui lui permettrait de faire passer tout son programme politique. Il y a, je l'ai mentionné plus tôt avec Joe Manchin, aussi des opposants au sein de son propre parti. Comment va-t-il réussir sur le long terme à faire passer un programme aussi ambitieux que le sien, sachant que l'illusion du bipartisme aux États-Unis ne convainc plus grand monde?
Il n'y a même pas de long terme pour Biden. Je vais être plus plate que ce que les partisans de Biden souhaiteraient. Il n'y a pas de long terme. Il y a des élections de mi-mandat en 2022 déjà. Et les républicains pourraient très bien reprendre la majorité au Sénat parce que, vous l'avez dit, c'est 50-50 au Sénat en ce moment. Donc, si les démocrates perdent un siège, 2 sièges, là, ce sont les républicains qui reviennent au pouvoir au Sénat à la tête des diverses commissions parlementaires qui jouent un rôle si déterminant dans le processus législatif et budgétaire aux États-Unis. Donc, l'avenir, c'est maintenant pour Biden. Le problème, c'est que les républicains ne veulent pas collaborer avec le président Biden, même si Biden est peut-être le démocrate qui serait le plus susceptible, en fait, de les convaincre de l'appuyer parce qu'il est assez modéré. Il y a beaucoup d'amis au sein du Parti républicain aussi. M. Biden, il a été au Sénat pendant des décennies. Mais ce n'est pas évident. Et ce que vous disiez tout à l'heure est peut-être la chose la plus importante à retenir pour l'instant, c'est que Biden va pouvoir obtenir du Sénat un certain nombre de gains, mais sur le plan budgétaire, sur des projets qui concernent directement le budget. Parce qu'il y a une règle au Sénat qui dit que sur les questions budgétaires, on peut faire fi du fameux vote de 60 sénateurs sur 100 qui est nécessaire pour clore les débats sur les mesures et passer au vote sur les mesures. Quand on passe au vote sur les mesures, c'est un vote à la majorité simple qui est nécessaire pour garantir l'adoption de ces projets-là. Mais il faut, sur la très grande majorité des questions, un vote de 60 sénateurs sur 100 pour passer à ce vote-là. Sur les questions budgétaires, il y a une règle du Sénat qui dit OK, on peut passer au vote à la majorité simple tout de suite. Et c'est ça qui sauve Biden en ce moment. C'est comme ça qu'il a garanti l'adoption de son plan d'urgence COVID-19 et c'est comme ça qu'il veut garantir l'adoption de son grand programme d'infrastructure. Et oui, Joe Manchin est un sénateur démocrate qui pourrait ne pas appuyer le programme de Biden parce qu'il est plus conservateur. Il y a Kyrsten Sinema aussi, une démocrate de l'Arizona qui est plus conservatrice. Donc, Biden devra les courtiser, entre guillemets. Ce sont des membres de son parti. Donc, ce sont des batailles très, très compliquées. Et la polarisation politique aux États-Unis, vous faisiez référence aux événements du 6 janvier dernier, la prise d'assaut du Capitole par les partisans de Trump. La polarisation politique aux États-Unis atteint des sommets aujourd'hui. Moi, j'en viens presque à, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais à parler de vandalisme politique, parce qu'il y a au sein des deux partis des gens qui sont plus intéressés à faire dérailler le processus qu'à collaborer avec le parti adverse, même si c'est le bien commun qui se retrouve dans le dallo, malheureusement. On en est là. C'est une question identitaire. On déteste l'autre. On ne veut même plus parler avec l'autre. Et Biden est pris dans ce système-là, malheureusement pour lui. Alors, en terminant, on comprend que le programme économique sera probablement mis en œuvre en grande partie parce que, bon, il peut y avoir un intérêt des deux parties et puis c'est plus facile de dégager une majorité. Il y a aussi des attentes très fortes à l'endroit de Biden-Harris en ce qui concerne l'immigration, notamment des pays du Sud, et, vous l'avez mentionné, l'environnement. Qu'est-ce que Biden-Harris sera, selon vous, capable de faire adopter pendant ces 18 prochains mois qui sont très précieux avant les midterms? Bien, si déjà il réussit à garantir l'adoption de son plan d'infrastructure, je dirais que c'est une victoire majeure. C'est, comme on dit en anglais, un game changer. Je ne veux pas comparer Biden à Franklin Delano Roosevelt parce que ce serait une mauvaise comparaison. Mais FDR, puis quand on parle des 100 jours du président, on commence à parler des 100 jours du président durant la présidence de FDR qui doit relancer le pays après une crise économique abominable. Donc, Biden est un peu dans le même genre de situation. Il doit relancer l'économie du pays et il peut le faire grâce à son programme d'emploi et d'infrastructure. Si déjà il gagne ça, c'est majeur. Ce sera un game changer parce que le taux de chômage pourrait diminuer fortement. Si Biden peut dire à l'approche des élections 2022 et 2024, vous voyez, s'il se présente en 2024 pour la présidentielle, ou peut-être ce sera Kamala Harris, on verra. Mais s'il peut dire, vous voyez, il y a moins d'inégalités raciales, il y a moins... On est revenu à une situation de plein emploi aux États-Unis, les salaires augmentent, tout ça. Le Parti démocrate là, sera en bonne position à ce moment-là pour redemander le pouvoir. Mais bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire à part ça? Bien, sur les questions environnementales et climatiques, je dirais que si ce plan d'infrastructure est adopté, Biden marque des points aussi sur les questions climatiques et environnementales parce que son plan de relance, c'est un plan de relance verte. Et il établit vraiment le lien entre les deux enjeux. Parce que les investissements sont dans les énergies renouvelables, si c'est adopté comme tel au Congrès, ce sont des investissements aussi dans les emplois verts,
Donc, des subventions aussi pour aider les Américains et Américaines à faire des rénovations à la maison pour rendre leur maison plus éco-friendly et tout ça. Donc, il y aurait des gains sur le plan environnemental. Sinon, les gains sur le plan environnemental seront aussi à l'international parce que le Congrès adopte les lois et les budgets, mais le président peut quand même prendre des décisions importantes en matière de politique étrangère, dont le retour des États-Unis dans les accords de Paris. Sur le climat, ça a été une annonce importante de Biden dès le départ. M. Biden a aussi promis un sommet international de la Terre, là, un sommet international sur les questions environnementales en avril. On va parler des questions environnementales et climatiques dans tous les forums internationaux, toutes les rencontres bilatérales avec les pays avec lesquels les États-Unis font affaire. C'est ce qu'on a vu avec le Canada, notamment en février, lorsque M. Biden et M. Trudeau se sont rencontrés virtuellement pour la première fois. Donc, et ça, sur le plan symbolique, du moins, c'est important, là. On passe d'un président qui place les questions climatiques et environnementales au cœur de tout, alors qu'avant, on avait un climato-sceptique au sein de la Maison-Blanche. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit. Et pour ce qui est des enjeux liés à la migration à la frontière américano-mexicaine, c'est vraiment un enjeu épineux pour le président Biden parce qu'à gauche, on demande au sein du Parti démocrate à ce que M. Biden fasse preuve de plus de clémence et d'ouverture à l'égard des migrantes en provenance des pays latino-américains. Mais au sein de la société américaine, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un très grand appétit pour des politiques comme celle-là. Il y a encore des gens qui souhaitent l'érection d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, qu'on fasse preuve de fermeté à l'égard des migrants. Et Biden devra naviguer sur ces eaux-là. Et ce ne sera pas évident. Et d'ailleurs, on le voit, là, il y a un peu de tergiversation parce que M. Biden veut faire preuve de plus d'ouverture, mais on sent qu'il se retient un petit peu parce qu'on se dit qu'électoralement, ça peut être risqué pour le Parti démocrate. En 2022, en 2024, auprès des électeurs plus modérés, indépendants, des républicains plus modérés aussi qui l'ont appuyé, il y en a et ça l'a aidé à gagner en 2020. Alors, une des priorités du plan de relance Biden-Harris est d'investir dans les trains. Ça m'a beaucoup interpellé. Ouais. Je me disais, Frédéric Gagnon, votre cher Raoul Dandurand, le Cerium, mais aussi nos collègues de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, nous organisons chaque année le Forum Saint-Laurent. Et lorsque les conditions le permettront, il pourrait être très agréable d'organiser une édition du Forum Saint-Laurent dans un de ces trains de nuit qui traverseront les États-Unis grâce au plan de relance de Joe Biden. Ça fait rêver, ça, Frédéric. Alors, c'est ce qui conclut cette émission sur les 100 jours de l'administration Biden-Harris. Un grand merci à notre invité, Frédéric Gagnon, à l'équipe technique, aux recherchistes et à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France-Presse et Savoir Média, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt.